Alors bonjour et bienvenue à vous pour l'édition 2022 de la Fête de la Science organisée par l'AFM Téléthon. C'est un apéro au labo. Alors moi je m'appelle Nathalie et je suis accompagnée de Sylvie ce soir. Nous travaillons ensemble dans le département d'information sur les maladies neuromusculaires au sein de la direction des actions médicales de l'AFM Téléthon. Nous serons vos modératrices et de cet apéro au labo virtuel en abordant un sujet super passionnant, l'exosquelette, les exosquelettes exactement. Et pour nous en dire plus sur ce sujet, ce soir, nous sommes avec deux chercheurs de l'Institut de myologie de Paris, le docteur Guillaume Basset, qui est neurologue et chercheur, et Romain Féjean, pardon, Romain Féjean, docteur. Il y a un retour Il y a un qui est écho. assez important. On va couper Ouais. nos micros. Voilà, donc peut-être que vous ne connaissez pas encore notre association AFM Téléthon. C'est une association de malades et de parents de malades dont le combat vise à mettre au point des médicaments innovants et aussi aider les personnes atteintes de pathologies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec leurs pathologies, qui sont des pathologies rares, évolutives et pour beaucoup incurables. Alors l'AFM Téléthon développe une stratégie d'intérêt général et finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes, comme par exemple les maladies de l'œil, du foie, du sang, de la peau, du muscle et des déficits immunitaires. Alors, si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous savez certainement que les premières victoires sur les maladies arrivent. Aujourd'hui, des centaines de maladies sont traitées dans le monde grâce au travail des chercheurs financés par le Téléthon. Malheureusement, des milliers d'autres pathologies et surtout d'autres familles attendent encore un traitement. Il y a encore beaucoup de travail. Le temps de la recherche est long, mais grâce à vous, grâce aux dons du Téléthon, elle avance à grands pas. Et c'est ainsi que nous voulons partager avec vous, en toute transparence, ces événements. Au cours de ce rendez-vous d'une heure, je vous remercie d'éteindre vos caméras et votre micro, de bien vouloir poser vos questions à la fin de la présentation. Et puis, voilà, nous aurons à peu près une présentation d'une heure, enfin une demi-heure de présentation, une demi-heure consacrée aux questions. Guillaume et Romain, c'est à vous. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc moi, mon nom effectivement est Guillaume Basset. Je vais commencer cette présentation en vous souhaitant un bon apéritif dans notre laboratoire à l'Institut de myologie à Paris, et en abordant aujourd'hui un thème que on a peu l'occasion de voir, dont on entend parler, mais qui est quelque chose d'un petit peu différent des thérapies dont on s'occupe. En tout cas, dans nos maladies musculaires, génétiques, on entend parler de thérapie génique, de cellules souches, donc de thérapie cellulaire. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est différent de celui-ci, puisqu'il n'a pas vocation à venir transformer la maladie elle-même ou à la guérir, mais à compenser des symptômes, par exemple, augmenter des fonctions qui peuvent être présentes et voire normales dans la population, ou déficientes, source d'un handicap, notamment moteur. Et ce qui nous amène au thème des exosquelettes. Alors, on va d'emblée définir, et puis je n'oublie pas de remercier ici dans cette première diapositive Damien Bachasson, qui est un chercheur à l'Institut de myologie et qui coordonne un programme autour de l'évaluation de deux types d'exosquelettes dont vous allez entendre parler par la suite à l'Institut de myologie. Donc le premier point sur la diapositive suivante, c'est de se représenter, et peut-être pour vous, ce que peuvent être un ou des exosquelettes. Et vous allez le voir sur la diapositive suivante, on a immédiatement une vision très futuriste, voire irréelle, telle qu'elle est symbolisée ici, avec une dimension presque de surpuissance. Donc là, on est bien loin de l'augmentation de la compensation
d'un handicap, plutôt que davantage de capacités surnaturelles et bien plus qu'augmentées, démultipliées par un dispositif dont vous pouvez aussi percevoir le caractère artificiel, il évoque encore vaguement une figure humaine, mais on n'y trouve plus aucune représentation du corps humain, telle que la peau notamment, les yeux. Tout est métallique, artificiel et peut-être agrémenté de puissances importantes. Alors, c'est possiblement une forme de représentation de ce qu'un exosquelette pourra être dans les années 2060. En tout cas, aujourd'hui, on en est quand même extrêmement loin. Et de la même façon qu'on pouvait se représenter des voitures volantes en l'an 2000, 2010, eh bien, en tout cas, celles qui commencent à apparaître n'ont pas du tout la même représentation que ce qu'on pouvait imaginer 20, 30 ans auparavant. Donc, la diapositive suivante nous amène à repréciser ce qu'est un exosquelette précisément. Et vous allez voir que ça n'est pas quelque chose qui est aussi simple à définir, puisque plutôt qu'un exosquelette, on pourrait parler des exosquelettes dans une représentation différentes formes de façon plus ou moins volumineuse, adaptées à des parties plus ou moins importantes du corps humain. Le premier point, c'est réellement de ce que l'on peut considérer comme étant un exosquelette, de ce qui n'est pas un exosquelette. Alors, on va le voir sur la page suivante, qui est, premièrement, tenter de le définir, et on peut vraiment sans aller dans une définition sophistiquée, retenir qu'il s'agit d'un dispositif qui est donc qui est externe, au corps extérieur au corps humain en totalité ou à une partie du corps humain. Ça peut être un poignet, pour être le genou, un membre supérieur ou l'ensemble du corps, et qui va engendrer des interactions avec lui. Et notamment et là on a le côté squelette, lorsque vous imaginez probablement squelette, on pense à des os, des articulations. Ici, cette structure mécanique a pour objectif de venir augmenter un espace articulaire du corps humain, en tout cas le rétablir, le faciliter. Voilà, donc c'est quelque chose qui est extérieur au corps humain, qui lui est attaché, donc qui est intimement relié à une partie ou à la totalité du corps humain, dans le but d'augmenter, de faciliter son mouvement dans l'espace. Et on peut tout de suite rectifier un élément de ce que n'est pas un exosquelette, par exemple une prothèse chez une personne qui a été amputée, par exemple, n'est pas un exosquelette, c'est un remplacement d'une partie du corps humain manquante et non pas quelque chose qui vient s'attacher, couvrir une partie du corps humain. On va se poser la question d'une représentation futuriste, comme on l'a vu, d'exosquelettes. Et il ne faut pas se cacher, il est vrai que c'est une science très, très récente qui progresse. Néanmoins, on est surpris, comme on va le voir sur la diapositive suivante, de constater que ça n'est absolument pas en termes de science, de développement, quelque chose de récent. Et on trouve des premiers développements, voire même des brevets, il y a plus d'une centaine d'années. Donc, dès la fin du 19e siècle, ce qui pourrait peut-être vous rappeler des croquis de Léonard de Vinci, c'est-à-dire que, bien entendu, dans l'histoire, il y a toujours eu, on trouve ce souhait, cette envie d'augmenter, de démultiplier les capacités de réalisation de l'homme, mais aussi ici du corps humain. Donc, de la même façon qu'on pourrait trouver des premiers modèles quasiment d'hélicoptères, voire presque de drones, et bien on trouve aussi, il y a plus de 100 ans, déjà des prémices de dispositifs, comme vous voyez ici, appliqués au corps humain, dans le but d'augmenter, de faciliter un mouvement, par exemple la marche ou la course.
Ce qui est intéressant, c'est de constater que ce qui nous sépare de ces schémas et de ce premier brevet sont non pas le concept, mais les avancées techniques. Ce sont les matériaux, bien entendu l'électronique, l'électricité, toutes ces technologies qui ont beaucoup progressé. On va trouver ici dans ce schéma quelque chose qui est quasiment identique à un projet de recherche que l'on mène pour tenter d'améliorer la marche, les déplacements chez des patients porteurs de myopathie, par exemple. La suivante. Maintenant, on peut brièvement passer en revue différents types d'exosquelettes. Je vous ai dit qu'on les conjuguait au pluriel, donc on ne parlera pas d'un exosquelette. De la même façon que si on parlait de dispositifs de mobilité, eh bien, est-ce qu'actuellement on utilise voilà, un vélo, une trottinette, un véhicule, et bien ici aussi pour se mouvoir, pour mouvoir des parties du corps humain, on peut faire appel à différents types de dispositifs et donc d'exosquelettes. Brièvement, donc sur la suivante, et sans présenter quelque chose de trop compliqué, on va pouvoir parcourir ensemble quelques grandes caractéristiques qui font que des exosquelettes peuvent être différents les uns des autres. Le premier élément, c'est la zone du corps sur laquelle on l'applique, ce qui peut être un bras, les jambes, voire le corps complet. Est-ce que c'est aussi, souvent on le voit tel qu'avec un robot, un dispositif qui lui-même est autoporté, hein, qui marche seul, versus une structure plutôt fixe et pour laquelle le sujet réalise le mouvement. Là encore, différentes parties du corps humain, différents points de contact, est-ce qu'ils sont multiples et où sont-ils appliqués? Deux distinctions qui sont très importantes, et vous en verrez quelques exemples. C'est une structure que l'on appelle passive, c'est-à-dire que lorsque vous la présentez seule, elle est incapable à elle-même de mouvement. Et je pourrais par exemple comparer comme voilà, un vélo versus un scooter. En tout cas, s'il n'y a pas d'action, cette structure ne peut pas réaliser de mouvement. Et à la différence d'une structure active, qu'on peut considérer comme assistée, qui elle-même est dotée d'un système de commande, par exemple électrique. Ensuite, il y a deux grandes distinctions qui sont le sujet. A-t-on affaire à un individu qui a un handicap, voilà, récupérable, non récupérable, aigu, comme un accident ou une maladie qui est chronique, à la distinction d'un individu sain, non malade. Vous verrez que de même que on bénéficie tous d'assistance dans notre vie quotidienne et d'escalators qui sont des escaliers électriques alors même que l'on est en capacité de monter des marches, il y a des dispositifs qui pourront être ici disponibles pour des personnes qui ne sont pas malades. Il y a des éléments de détection d'intention. Est-ce que cet exosquelette est capable de deviner ce que le sujet souhaite faire, comparativement à quelque chose où il n'en serait pas capable? Et si oui, comment capte-t-il les intentions? Est-ce qu'il s'agit d'une télécommande que la personne doit réaliser tel ou tel mouvement, ou une détection de signaux qui sont par exemple au niveau du muscle, mais on verra dorénavant des systèmes de commande qui seraient de plus en plus sophistiqués, qui sont des signaux cérébraux, parce que la personne a une capacité de commander par son intention cérébrale la réalisation d'un mouvement. On peut aussi avoir des détections d'un début de mouvement. Le sujet commence à se pencher, l'exosquelette peut comprendre, deviner qu'il s'agit de démarrer la marche, d'initier le mouvement. Voilà, donc un petit panel de ce qui amène à classer avoir différents types d'exosquelettes. On n'en verra qu'un certain nombre d'entre eux pour passer en revue quelques exemples. Vous pouvez bien entendu imaginer
presque toutes les combinaisons possibles, hein, c'est-à-dire quelque chose du membre supérieur qui soit actif avec telle ou telle commande et une détection de signal et d'intention motrice de telle ou telle manière. On va passer maintenant en revue un certain nombre d'applications. Lorsque l'on a ce type de dispositif, eh bien, vous voyez que notre domaine n'est qu'un d'entre eux. Il est du domaine de la santé médicale. Mais actuellement, on peut dire qu'il y a un nombre d'exosquelettes bien plus important qui sont utilisés dans le domaine industriel, sur des chaînes de montage, pour faciliter, accélérer, optimiser le montage d'un véhicule, par exemple. Il y a, et ça c'est un point qui est assez commun en sciences, le domaine militaire qui investit des montants importants, qui développe des avancées des connaissances qui peuvent être extrêmement pointues au point que certaines d'entre elles sont ensuite transférées vers le domaine civil. Et vous verrez que c'est le cas pour aussi les exosquelettes. Le nôtre, lorsqu'on quitte l'industrie, le militaire, eh bien, c'est d'essayer d'aider des personnes malades avec des formes de maladies neuromusculaires pour ce qui nous occupe, mais d'autres sont des maladies articulaires, de l'arthrose très avancée, des maladies rhumatismales par exemple, et puis de l'accident vasculaire cérébral, bien d'autres maladies neurologiques, à des fins soit de compensation, c'est-à-dire restaurer ou en tout cas maintenir l'autonomie de la personne avec ce dispositif et lui permettre de réaliser plus facilement, de meilleure façon, des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire, donc lui restaurer la fonction, mais aussi des capacités de rééducation, c'est-à-dire en faisant le mouvement que la personne ne pouvait pas faire, eh bien on améliore encore sa capacité de récupération. Et puisqu'il n'y a pas de limite, eh bien, augmenter le mouvement, et là, non pas le compenser chez une personne qui l'a perdu, mais en considérant un sujet en bonne santé, sain, lui permettre de faire plus facilement le mouvement, avec moins de fatigue, ou bien entendu, et là on rejoint l'augmentation de performance dans le domaine du sport, où il y a toujours cette quête à pousser à battre des records, pousser plus loin la performance, mais peut-être plus simplement utiliser, je dirais presque de même qu'on prend un escabeau pour accéder à une hauteur plus importante, eh bien avoir un dispositif dans notre vie quotidienne qui nous facilitera la vie. Certains peuvent être un exosquelette, et vous verrez un exemple qui est déjà appliqué de manière presque routinière, en tout cas aujourd'hui. Tout ça est une science qui est extrêmement encore balbutiante, qui est neuve, donc ne pas perdre de vue que tout ce qu'on aborde là sont des généralités, mais qui vont progresser au fil du temps. Alors on a pris quelques exemples d'applications, vous allez voir par la suite. Donc, deux premiers d'entre eux, très simples, vous voyez sur la gauche un système qui est passif et qui accompagne la personne dans des tâches répétées qui sont de se relever, de s'asseoir, relever assis, donc source d'une grande fatigue, et qui permettent ici de le faire avec beaucoup plus d'aisance, une réduction de fatigue, et donc de dire à l'infini, en tout cas ce nombre de tâches de manière très nombreuse. De l'autre côté, donc, vous aviez à droite un dispositif pour les membres inférieurs, eh bien vous avez presque un peu l'opposé, un exemple qui est pour le tronc, pour les membres supérieurs, qui peut être actif et qui là, dans un exercice professionnel, réduit considérablement une fatigue sur des mouvements particuliers. La diapositive suivante. Tout ceci peut aller vers un système, cette fois-ci, beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd, sophistiqué, dont l'exemple ici est de pouvoir réaliser avec vous voyez, ces crochets au bout des bras, des ports de charge qui ne seraient pas assumables par un humain. Donc, démultiplier les capacités de force, là encore, dans un domaine industriel.
On a abordé le domaine militaire et vous voyez ici un système sur la droite qui a des articulations qui sont assez légères. Donc vous voyez comme des semelles, c'est-à-dire un dispositif qui lui-même est autoporté, donc là qui supporte la totalité du sujet et qui a à la fois la capacité de porter une charge très lourde comme ce sac à dos et donc un poids extrêmement important, de rester en capacité de gravir une côte, un relief abrupt, ce qui ne serait pas possible pour ce militaire, tout en portant une arme pour les membres supérieurs d'un poids elle-même important. On n'est pas loin ici, puisqu'on, bien entendu, c'est pas qu'on imagine, c'est que c'est une réalité que ces soldats sont, tout à la fois en bonne santé, mais deux, ont déjà des capacités physiques qui sont supérieures à la moyenne des mêmes hommes, d'autres hommes du même âge. Donc c'est un exemple ici d'un exosquelette qui augmente les capacités d'une personne normale. Bon, ici pour des réalisations en situation de combat. Néanmoins, sachez que des développements qui est des fabricants d'armes, en tout cas de matériel militaire, sont transférés vers le civil et vers des exosquelettes que l'on peut être amené à utiliser de notre côté pour compenser des maladies. Donc, une forme de perméabilité entre ce que l'on voit dans des développements militaires et civils. Sur la diapositive suivante, d'arriver vers quelque chose qui est assez simple et qu'on rencontre, j'étais amené à voir pas si rarement, je trouve, sur des pistes de ski. Donc un système ici qui est passif, mais qui accompagne le mouvement de toute la chaîne des membres inférieurs, notamment du genou. Et on sait que le ski est tellement sollicite un effort musculaire à la fois des cuisses et peut être très traumatisant pour les genoux. Eh bien, on voit par exemple, des personnes d'un âge qui avance utiliser ces systèmes et qui, de façon à leur permettre de skier, peut-être non pas 1 heure, ce qui leur impose de s'arrêter pour une cause de grande fatigue, mais peut-être une demi-journée, voire une journée, en réduisant leur fatigue. Donc, somme toute, un mouvement qui reste similaire, c'est-à-dire skier avec la même technique qu'ils étaient en capacité de faire, mais de réduire très significativement la fatigue, de façon à profiter d'une journée pleine de vacances et de ski à la montagne. On va arriver vers ce qui sont les exemples suivants du domaine médical. Cette fois-ci, vous voyez un dispositif ici qui est fixe, qui bien sûr vient s'attacher sur ici le corps humain, qui est lui-même fixe dans la salle, au plafond, donc qui ne peut être pratiqué que sur ce site, à la différence de quelques autres pour lesquels vous avez vu que les personnes étaient en capacité d'aller dans les pièces qu'elles souhaitaient, voire à l'extérieur, voire à la montagne. Et bien ici, ce qui n'en réduit pas son intérêt, ce dispositif permet à quelqu'un atteint de paraplégie de retrouver mouvements des membres inférieurs et donc de resimuler et réaliser des mouvements de marche. Et ça, on sait que c'est très important parce que cette réalisation va envoyer des signaux vers le cerveau pour reprogrammer et réactiver ces circuits neuronaux de marche. Donc c'est un double bénéfice, un entretien des articulations, des muscles, de la motricité, mais aussi cérébrale. Sa limite, bien entendu, c'est d'être un dispositif très lourd, extrêmement coûteux, bien entendu aussi, donc qui n'est qu'une partie, une première partie en rééducation, en réadaptation fonctionnelle. Donc un autre d'entre eux sur la diapositive suivante, cette fois-ci, c'est d'être détaché d'un tapis de marche, c'est-à-dire de pouvoir être en mobilité, alors notamment non pas sur ce tapis fixe, mais tout de même dans encore une pièce. Donc c'est un dispositif ici, là encore, très lourd, autoporté, que l'on voit quand même relié ici au plafond de la pièce, mais qui est indépendant de
de ce mètre dans lequel était localisé le tapis roulant, et qui permet à la personne tout de même d'aller se déplacer, faire quelques mètres dans une pièce. Donc ça, ce sont des choses qui progressent. Jusqu'à un autre dispositif, et qui est de rendre le système encore plus élaboré, cette fois-ci, qui sont les liens entre l'homme lui-même et le dispositif d'exosquelette, ce qui deviendra le défi ultime, c'est-à-dire quitter une plateforme fixe, un tapis roulant. Deuxièmement, être en capacité d'aller dans une pièce, oui, mais de quitter tout ce câblage sur une pièce, et donc de rendre totalement autonome le dispositif entre la commande volontaire, l'intention de la personne, ce qu'elle souhaite faire et sa réalisation, et qu'il n'y ait plus d'assistant pour la guider. Alors, autant vous dire que l'enjeu est d'une taille tellement importante que nous en sommes qu'aux prémices, mais néanmoins, c'est vraiment sur un plan encore de preuve de concept, il y a déjà des développements qui se font. On va en voir un exemple ici, donc sur un dispositif encore bien entendu très expérimental. Pour faire très simple ici, rappeler qu'on peut enregistrer à la surface du cerveau des signaux, qui sont des signaux de l'électroencéphalogramme, qui ici sont recueillis sur un dispositif d'une petite grille, du coup, qui les enregistre, qui les décode, et de relier cette captation de signaux à la commande donc électronique puis électrique d'un exosquelette ici qui active à la fois les membres inférieurs et les membres supérieurs. Encore une fois, donc vous voyez le caractère non pas autonome, puisqu'il est relié à toute une commande très lourde elle-même dans la pièce. On va voir tout de même quelques progrès ici alors sur ce film, puisqu'à ce jour, il n'y a qu'un patient dans ce programme expérimental, qui est un homme qui, à la suite d'un accident, est tétraplégique. Mais voilà pour vous montrer, et donc vous décryptez le dispositif, donc qui est basé sur des capteurs qui enregistrent le signal électrique au niveau du cerveau et qui le retranscrivent sur une commande sur l'exosquelette. Bien avant ça, il existe toute une étape qui vise à rendre opérationnel le décryptage de ces signaux électriques. Et ce malade, ce patient, a passé des centaines d'heures sur un dispositif comme ici de réalité virtuelle pour s'entraîner et calibrer ce que seront les réalisations de déplacement du dispositif par rapport à sa volonté, par rapport à ses signaux cérébraux. Donc vous avez vu des mouvements qui sont de latéralité, d'atteindre une cible, ici de le relier avec des mouvements d'un déplacement plus complexe du bras, de la main, de pouvoir toucher une cible. Et graduellement, tous ces progrès mis bout à bout ont pour objectif de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Jusqu'à, et peut-être je ne sais pas si on est sur la fin, jusqu'à pouvoir lui-même, et vous voyez ici sans assistant externe, commander par les signaux cérébraux un déplacement de marche. Ici, c'est un autre exemple où on le voit réaliser une démonstration de pouvoir commander le déplacement d'un autre dispositif, d'un fauteuil roulant électrique, sur un parcours, et donc de le déplacer vers l'avant, vers l'arrière, la gauche, la droite. Bon, sans oublier l'extrême lourdeur à la fois de l'implantation des capteurs cérébraux, qui ont ces défauts à l'heure actuelle encore de grande taille, d'être très invasifs, d'avoir aussi des effets indésirables potentiels, et du dispositif d'exosquelette,
dont on conçoit bien qu'on n'est que sur une première phase et sans pouvoir, pour le moment, permettre à cette personne de l'utiliser dans sa vie quotidienne. Alors pour ce qui nous concerne, dans les maladies neuromusculaires, par exemple, qui sont encore une fois les maladies dont on a la charge, on a le souhait, c'est la base d'un projet de recherche avec 2 dispositifs qui vont vous être présentés beaucoup plus en détail par Romain, de pouvoir transposer un type d'exosquelette beaucoup plus léger dans la vie quotidienne de personnes avec myopathie. On peut voir un premier exemple puisqu'il en existe et certains sont déjà disponibles sur un plan commercial et utilisés par certains de nos malades de façon assez courante. On voit ici l'exemple de Jonas qui est atteint d'une myopathie du chêne et qui utilise ici un dispositif beaucoup plus simple qui va mobiliser une articulation, celle du coude, mais du coup de toute la chaîne du membre supérieur, qui a un support passif, donc qui n'a pas de capacité lui-même de mouvement. Donc c'est vraiment, véritablement, Jonas lui-même qui actionne la totalité de ses... Et le simple fait de pouvoir avoir presque un repose-bras, en réalité, lui augmente sa capacité de force et augmente les points dans l'espace de ce qu'il peut atteindre, amenant à pouvoir réaliser ici une construction qu'il ne serait pas en capacité de faire sans ce dispositif. Donc ça rejoint beaucoup de systèmes de compensation que l'on utilise chez les patients, c'est-à-dire des orthèses, voire même, je dirais, un fauteuil roulant électrique permet des déplacements qui ne pourraient pas être faits sans ce dispositif, même s'ils ne sont pas faits en marchant. Donc, on conçoit bien sûr que pour tous les mouvements du membre supérieur, il n'y a pas de dispositif qui va le faire à la place d'eux. C'est le sujet qui le fait lui-même, accompagné par ce type de dispositif. Donc là, on voit un exemple de ce qui pourrait être du plus simple et on va aller vers quelque chose d'un peu plus sophistiqué, notamment pour le bas du corps, pour les membres inférieurs, le buste, le tronc. Pour quelle réalisation? Ici, non pas pour atteindre des objets dans l'espace, les manipuler avec la main, avec les bras, mais ce que l'on fait avec les jambes, le tronc, réaliser des mouvements comme marcher. Bien entendu, c'est le premier auquel on pense, et réaliser des choses plus complexes comme monter, descendre un escalier ou se relever. Beaucoup de nos malades ont une grande difficulté ou perdu cette capacité de se mettre debout, se transférer depuis un siège, par exemple. Pour voir quelques exemples, tout simplement ici rappeler que pour nous, dans les maladies musculaires, vous voyez ici en rouge, par exemple, les muscles qui peuvent être atteints, et donc ceux que l'on souhaite accompagner, en tout cas aider lorsqu'ils sont déficients. Certains peuvent être, comme sur le B par exemple, que des membres supérieurs du tronc, d'autres que des membres inférieurs, et puis vous avez toutes les combinaisons possibles, ce qui amène à réfléchir à des stratégies de compensation. Une chose est certaine, c'est que si ce n'est tout, en tout cas la grande majorité des maladies musculaires atteignent les membres inférieurs, et ce qui conduit à altérer la marche, la capacité à se mettre debout, à se lever. Donc sur la diapositive suivante, on voit ce qu'est un premier exemple d'exosquelette pour le tronc, les membres inférieurs. Et c'est ce qui va m'amener à faire la transition avec la suite de la présentation que va vous détailler Romain. Merci Guillaume. Donc ici, vous avez un myosuisse qui est un exosquelette de membre inférieur qui permet d'aider à la marche, se relever d'une chaise, monter des escaliers. Et lui, il fonctionne d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'il a un câble qui part ici dans le dos et qui permet de faire une extension de tous les membres inférieurs. Donc, il passe ici derrière les fesses et qui va devant le genou et qui vient s'arrêter ici et qui va permettre de tendre les jambes, voilà, au cours de la marche
et qui va aider au maintien de la jambe, notamment lorsque la jambe est au sol à la marche, mais aussi quand on se relève d'une chaise, qui va permettre d'aider le mouvement des membres inférieurs pour pouvoir se relever. On a un deuxième exosquelette qui est lui le Kyogo et qui assiste uniquement le genou. Ici, on peut voir le moteur qui se place au niveau du genou et qui va aider à l'extension, à la flexion du genou. Donc, pareil, sur les mêmes tâches, se relever d'une chaise, marcher, monter les escaliers, les descendre. Et ces deux dispositifs, ils ont la particularité d'être légers, ce qui est important, ce qui était important pour nous, et également qui ne sont pas autoportés, c'est-à-dire le poids est retenu par la personne qui le porte et non pas par l'exosquelette lui-même. Et enfin, ils ont une dernière caractéristique, c'est que leur action est déclenchée par le mouvement de la personne, un peu comme un vélo électrique qui a besoin d'avoir le pédalage de la personne. Et bien ici, on a besoin d'avoir soit le début de la marche pour la marche, soit une inclinaison du tronc pour se relever, soit un lever de jambes pour monter les escaliers. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de ce que je fais ici à l'Institut de myologie et comment on évalue l'efficacité et les effets de ces exosquelettes. Donc la première chose, c'est que ces exosquelettes, ils peuvent être réglés de façon assez précise pour s'adapter au mieux à la morphologie de chacun et de chacune. Donc, il y a toute une phase de réglage. Ici, vous pouvez voir les coques. Donc, voilà, on peut régler la hauteur, on peut régler la taille de la ceinture et faire en sorte que la personne se sente au mieux dans l'exosquelette, qu'il n'y ait pas de gêne. Ensuite, il y a une phase très importante qui est la phase d'apprentissage et elle est vraiment très importante parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas si facile que ça d'utiliser un exosquelette. Et la reconnaissance du mouvement, elle est finalement très fine. Et si ça ne correspond pas exactement à ce qu'attend l'exosquelette, ça ne va pas être bien reconnu. Donc, il y a plusieurs phases d'apprentissage pendant lesquelles on travaille sur les tâches qu'on évalue. Donc, la marche, se relever, s'asseoir, monter des escaliers, les descendre. Et on fait également, en parallèle de cet apprentissage, tout un tas de réglages qui permettent encore de personnaliser au maximum l'utilisation de ces exosquelettes. Pour mesurer l'efficacité et les effets de ces exosquelettes, on mesure le mouvement et l'activation musculaire. Donc pour ça, on utilise des électrodes EMG ici qu'on pose sur les muscles, que vous pouvez voir ici. Et pour la mesure du mouvement, on utilise ce qu'on appelle des centrales inertielles qui vont permettre de reproduire, de recréer dans un espace en 3 dimensions les angles articulaires au cours des tâches que j'ai mentionnées auparavant. On fait également une mesure de la force qui va nous permettre deux choses, à la fois de recueillir l'activation et l'activation musculaire maximale pour ensuite la rapporter lors des tâches maximales. Et on va également avoir une idée du niveau de faiblesse pour les membres inférieurs des participants. Ensuite, on va évaluer les participants donc avec et sans exosquelette. Ici, on peut voir une photo au cours de la marche avec l'exosquelette. Et cette personne a auparavant fait la même chose sans exosquelette, ce qui nous permet de comparer sur toutes les mesures que je vous ai présentées avant, avec et sans, comment ça se passe lorsqu'il porte l'exosquelette et est-ce que c'est efficace, quels sont les effets que ça induit. Donc on fait ça sur la marche, on fait également ça sur une rampe. Voilà, donc il y a une montée, une descente de rampe.
et tout un tas d'autres tâches standardisées. Et enfin, on recueille également des données subjectives, donc qui sont liées à qui sont par le biais de questionnaires. Donc ici, on peut voir un questionnaire de confort et le patient va coter sur une échelle de confortable à inconfortable comment il se sentait lorsqu'il portait l'exosquelette. On a également d'autres échelles qui vont permettre de recueillir le niveau d'essoufflement, le niveau de stabilité, le niveau d'effort perçu et le niveau de douleur au cours de chacun des essais et chacune des tâches. Et enfin, on a un dernier questionnaire qui permet de mesurer l'utilisabilité de ce dispositif, c'est-à-dire est-ce que ce dispositif est facile à utiliser, est-ce que si on vous le donne, on vous le met à disposition demain, est-ce que vous pensez pouvoir l'utiliser, est-ce que il vous servira à quelque chose? Voilà pour ce que je fais à l'Institut de myologie. Merci. Merci Romain. Très intéressant tout ça. Merci à vous deux, Guillaume et Romain. Je voulais quand même remercier encore une fois Guillaume et Romain parce que c'était vraiment passionnant et intéressant. On a une vision peut-être d'un futur éloigné, mais on peut imaginer. Et vraiment, c'est des recherches passionnantes. Nous vous remercions toutes et tous au nom de la FM Téléthon et des milliers de familles de malades qu'elle représente. Vous êtes peut-être donateur investi dans une animation Téléthon ou alors vous avez peut-être envie de nous rejoindre et soutenir vous aussi tous nos chercheurs sur les voies des thérapies. Eh bien, le Téléthon aura lieu cette année les 2 et 3 décembre 2022. Vous pouvez retrouver directement sur le site afm-téléthon.fr toutes ces infos utiles pour participer ou faire un don. Et on vous dit à très vite parce qu'il y a encore plein de choses passionnantes à découvrir. On ne t'entend pas, Sylvie. Ouais. Il y a Ah, on ne t'entend plus. Ton micro est bouclé. C'est vrai. Quelqu'un était en train de rédiger en fait. C'est un merci aux intervenants. Voilà, c'était pour Super. vous. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Merci. Bonne Au revoir. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Au revoir, soirée. merci.